On part chez vous, Dick, puisque le compte à rebours est lancé. À l'heure où nous nous parlons, dans un an, les électeurs américains auront choisi un nouveau président ou auront réélu Donald Trump. L'actuel chef de l'État en campagne se déchaîne depuis que la procédure de destitution à son encontre a éclaté. Les médias malhonnêtes ont lancé la chasse aux sorcières, dérangée, délirante, destructrice et hyper partisane de la destitution. Nous y revoilà. Les comportements honteux des démocrates ont créé une majorité en colère. C'est ce que nous sommes. Nous sommes une majorité et nous sommes en colère. Qui votera pour virer ces démocrates qui ne font rien en 2020 ? C'est une campagne électorale qui s'annonce virulente, violente. Il ne fait que ça, depuis qu'il est élu, en fait. Depuis la campagne, c'était toujours une question de mobiliser et surtout d'y ajouter de la haine. Est-ce que là, un palier a été franchi, quand même, avec cette histoire de destitution? Oui. Il a quand même l'air d'être un peu plus énervé que d'habitude, encore. C'est intéressant parce que pendant 2 ans et demi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, la démocrate, a freiné des 4 fers devant l'idée justement de mise en accusation de Donald Trump. Et tout d'un coup, ça change. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est changé? C'est qu'il y avait d'abord une déclaration de 7 députés nouvellement élus qui avaient tous fait leur service militaire, etc., et qui se sont insurgés à propos de cette retraite de Trump de la Syrie. Ensuite vient l'affaire ukrainienne. Et là-dessus, qu'est-ce qui est en jeu? C'est une question, je dirais, vous avez des diplomates qui ont servi sous les gouvernements républicains comme sous les gouvernements démocrates, et tout d'un coup, ça prend une autre dimension. Ce n'est plus politique, de faction, si l'on veut. Et là, les choses ont, je crois, changé. Et dernière chose, et la question qui est en jeu, finalement, c'est la Constitution elle-même, finalement, la séparation des pouvoirs et les outrances de Trump qui, en fait, pour le dire en termes constitutionnels, on a l'article 1 de la Constitution qui dispose des pouvoirs du Parlement et l'article 2 qui dispose des pouvoirs du président. Et là, il y a un clash. Et je reviendrai là-dessus à ce qui va venir, je crois, d'ici 3-4 mois. Mais ça, c'est pour après. Alors, on a entendu Donald Trump affirmer que cette histoire de destitution, ça pouvait éventuellement même lui être favorable. Fanfaronnade ou éventuellement possible? Et compte sur sa base qui est électrique. C'est difficile à dire. Tout ce qu'on sait, c'est que toutes ces procédures en destitution n'ont jamais vraiment destitué un président comme tel. Donc déjà, si on se base sur l'histoire, à moins que je me trompe, mais je crois... Enfin, ils ont acculé Nixon. Oui, acculé Nixon à la démission. Mais à part ça, c'est difficile à dire. Mais c'est sûr que fanfaronnade est toujours possible, parce qu'on n'a que ça avec Donald Trump. Alors, mais c'est sûr que ça va... je ne suis pas certaine que ça va jouer en sa défaveur dans cette campagne électorale. Oui, ça joue en sa faveur auprès de son électorat. Alors, auprès de son électorat, mais est-ce que ça suffit? Sur une série de sondages réalisés par le quotidien américain The New York Times, Donald Trump garde toutes ses chances. Dans les 6 États où s'était jouée la présidentielle de 2006, il accuse un léger retard face à Joe Biden, mais c'est dans la marge d'erreur. En revanche, il est devant Elizabeth Warren et Bernie Sanders. C'est le trio de tête chez les démocrates. Mais je crois que effectivement, cette procédure, en fait, elle polarise les électeurs. La base de Trump va être encore plus convaincue qu'il faut voter Trump, parce que par tous les moyens, les démocrates ont essayé de l'éloigner, de le décrédibiliser, aujourd'hui de le destituer. Et à l'inverse, les électeurs démocrates vont renforcer leur détermination à voter démocrate. Reste à savoir ce qui va se passer sur les 5%, 5-6% d'indécis, en fait, sur cette marge-là.
niveau-là. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée de la part des démocrates. Je pense que c'est une assurance pour la suite. C'est-à-dire, si Trump est réélu, au fond, ils espèrent que dans les quelques mois qui suivront, ils le destitueront très vite pour s'en débarrasser. Au cas où il perdrait, c'est ça que vous dites. Probablement, parce que ce sont des procédures qui, de toute façon, sont très très longues. On ne peut pas imaginer qu'il y ait une issue avant les prochaines élections. Donc ça, c'est peut-être une hypothèse. C'est très risqué parce que c'est un pays extrêmement divisé, comme beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui. On le voit au Royaume-Uni avec le Brexit, et que finalement, ça accroît, ça amplifie les divisions, ça amplifie les oppositions, parfois les haines, et on arrive sur des sentiers qui sont extrêmement dangereux, somme toute. Vous dites que vous vivez à New York, mais cette polarisation, vous la sentez? Elle s'est accrue? Oui, on le sent, c'est certain, mais je crois justement que cette histoire est différente. L'Ukraine met en jeu autre chose que les accusations, par exemple, à propos des ingérences russes. Là, les ingérences russes, on pouvait finalement justement croire que les démocrates en voulaient, que c'était la chasse aux sorcières, etc., etc. Tandis que là, ça vient d'ailleurs. Et deuxièmement, je crois que le processus va se passer très très vite, au contraire. Ils veulent en finir avant janvier. C'est-à-dire, qu'on évoque une mise en accusation avant la fin de l'année. Oui, c'est ça. Et puis, alors là, ce qui est si tenté qu'il est mis en accusation, ensuite, c'est jugé par le Sénat. Et pendant que ce jugement se déroule, les sénateurs sont astreints à cela boucler et à rester pour toutes les séances, de sorte que la campagne du côté des primaires démocrates qui se passait à peu près sereinement. Parce que c'est la question qui se pose. Côté démocrate, ils ont lancé cette procédure. On a un peu envie de se demander on se demande un peu si ça va être pour leur bien ou pour leur mal. La question, c'est sur quoi on jugera. Parce que l'Amérique, pendant très longtemps, nous a habitués à l'idée que ce qui était grave, c'était moins l'acte qui était commis que le mensonge sur l'acte. Nixon a été calculé pour avoir couvert le Watergate, pas pour l'avoir fait. Et là, on a un président qui ment de manière éhontée sur tous les sujets, et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'on a changé de monde, c'est-à-dire qu'on n'est plus là dans la morale politique qui est que le mensonge, c'est pas bien. On est dans un conflit idéologique personnalisé, cette polarisation, etc. Si tout dépend de ce qui va se passer autour de cette affaire ukrainienne. Et tous les jours, on a des révélations, on a des témoignages qui sont d'ailleurs passionnants, mais terribles. Et les auditions publiques qui démarrent mercredi, qui seront retransmises à la télévision américaine. Et si on revient sur les faits, c'est-à-dire est-ce que Trump a réellement violé les règles de la présidence ou pas, si on en revient aux faits, il y a peut-être une possibilité, qui n'est pas encore du tout évidente, que certains sénateurs républicains décident que Trump devient un fardeau et non plus un atout pour leur campagne. C'est la seule hypothèse dans laquelle cette affaire... Ça plonge les États-Unis plonge les États-Unis dans un scénario complètement inédit dont personne ne connaît l'issue. Je pense que c'est l'élément clé. Plus important encore, c'est les questions qu'on se pose sur la base. Moi, je pense que la base de Trump, elle ne comprend pas très bien même la différence entre l'ingérence russe et l'affaire ukrainienne. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. J'ai couvert pas mal cette Amérique profonde en 2016. Et j'ai vu un peu. Et c'est plus les jobs, c'était plus l'homme fort, et il va en monde. Bon. Non, ce qui est important, c'est vraiment les têtes d'affiche républicaines. Je pense que là, on assiste vraiment à un tournant éventuellement, parce qu'on a commencé à voir des sénateurs républicains dire que là, ça suffit. Là, avec l'affaire ukrainienne, on a dépassé des bornes, et là, on va le laisser tomber. Parce qu'on sait très bien que le procès en destitution, le Sénat est clé, est essentiel. La première étape, on l'a franchi facilement, la Chambre des représentants à majorité démocrate, mais le Sénat, et là, ça prend vraiment des républicains. Et si des têtes d'affiche des sénateurs républicains commencent à le lâcher parce qu'il devient un fardeau trop grand, mais là, on est dans un scénario nouveau. Et on est dans un scénario nouveau, absolument, mais qui ouvre la porte à l'inconnu, en fait. Vous parliez de la Constitution tout à l'heure. Oui. Est-ce que la solution se trouve du côté de la Constitution? Article 2, et en bonne dialectique, où est la synthèse? Ça aurait été la Cour suprême.
n'est-ce pas? Or, il y a une chose, un petit procès qui vient de se dérouler à New York et qui a été jugé en appel. Et il s'agissait de contraindre la firme des comptables de Trump à publier les feuilles d'impôt depuis 8 ans. Alors, Ce qu'il a Trump, toujours refusé de faire. il va évidemment faire appel à ce jugement et ça va directement à la Cour suprême. Alors, supposons que cette Cour, qu'est-ce qu'elle va faire? On a trois précédents en fait. On a l'affaire Nixon, où la Cour a statué unanimement contre Nixon, démocrates et républicains. Deuxièmement, on a l'affaire Clinton, encore unanimité des juges. On a l'affaire de 2000, l'élection de 2000 avec W. Bush, où justement, par 5 juges républicains à 4 démocrates, on donne la présidence. Et donc là alors, des deux choses l'une. Trump cède ou Trump refuse. S'il refuse, c'est une crise constitutionnelle. Et c'est là où la question de la séparation des pouvoirs, le rôle... Et revenons un instant sur cette base... Alors peut-être pour avancer, parce que je pense que vous soulevez un point important. Déjà, on arrive au bout de ce thème. Moi, j'avais pensé parler aussi des démocrates avec cette question. Est-ce que tout ça ne va pas étouffer la course à la primaire démocrate? Peut-être qu'on vient de donner la preuve que oui, puisqu'on n'a plus le temps d'en parler. La question qui se pose, c'est dans le cas de figure où, dans un an, Donald Trump perd l'élection et qu'il refuse la victoire, que se passe-t-il? Est-ce que c'est un scénario qui paraît envisageable avec un personnage comme celui-là? Et qui refuse la victoire? Pardonnez-moi, qui refuse son échec et qui refuse de partir, pardon. Bonne question. Est-ce que On est dans la politique fiction, là. Non, alors on est dans la politique fiction, mais c'est un scénario sur lequel se penchent un certain nombre de personnes à Washington. Que se passe-t-il si Donald Trump... C'était le scénario que je dépeignais. La soirée électorale, j'étais à France Inter devant je ne sais pas combien de gens dans le grand auditorium là, et on parlait pendant 3 heures de ces élections. Et ma question était que vont en faire les Trumpiens ou Trumpistes ou trompeurs, enfin comment qu'est-ce qu'il allait faire si Trump était battu? Donc je craignais déjà la violence. Et dernière chose, si j'ai écrit un livre sur cette question, c'était à cause justement de l'affaire de Charlottesville, qui est une autre histoire qui fait revenir sur 50 ans, et j'arrête. Et la présidentielle aura lieu dans un petit peu moins d'1 an. Elle est fixée au 3 novembre prochain. On a encore 1 an pour en parler. Peut-être qu'on arrivera à répondre à cette question qui a réfléchir.